bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. C'est une émission particulière que nous vous proposons pour ce nouvel épisode. Nous allons revenir sur 2 événements du mois de septembre avec 3 témoins privilégiés. D'abord, l'Italian Open 2021 qui s'est joué sur le parcours Marco Simone Golf Club du côté de Rome. Et en Italie, vous le savez, si vous suivez notre podcast, nous avons un observateur de choix en la personne de Baptiste Delors, jardinier chef d'équipe sur ce parcours depuis le printemps 2021. Baptiste, accompagné d'Alexandre, son collègue, vont nous raconter comment s'est passée cette semaine italienne. Et le second événement sera la 43e Ryder Cup qui a vu triompher les Américains à Whistling Straits. Pour cause de restrictions sanitaires encore nombreuses, peu d'Européens ont pu assister sur place à la compétition, mais nous avions la chance d'avoir un fidèle de la communauté LPPB avec Henri Maignon, présent samedi et dimanche dans le Wisconsin. Henri viendra partager son expérience de supporter. Pour recevoir nos invités, je serai accompagné de Gurvan Bonnuy. Salut Gugu. Salut à tous, bonjour. Donc avec nous aujourd'hui, nous sommes très contents d'accueillir une nouvelle fois Baptiste Delors. Bonjour Baptiste. Salut Lionel. Alors Baptiste est aussi accompagné d'un de ses collègues qui travaille avec lui sur le parcours Marco Simone en la personne de Alexandre Seurat qui est fontainier au golf italien. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et puis, pour sa première dans notre émission, nous avons Henri Maignon. Bonjour Henri. Salut Lionel, je suis vraiment ravi. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et débuter cet épisode avec Baptiste et Alexandre, puisque Alexandre nous fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé, les garçons, cette semaine italienne ? Alors, la semaine s'est très très bien passée. On a eu 2 petites semaines de préparation en amont quand même, avec, on va dire, un tiers des volontaires qui sont venus gentiment nous aider. Donc, on a fait 2 semaines de prépa en amont, où on a préparé le parcours. La venue des bénévoles ont mis vraiment un coup de fouet au parcours. Du jour au lendemain, ça donnait vraiment une claque magnifique au parcours. Et ensuite, la semaine s'est très très bien déroulée. On a eu de très bons retours à la fin de la semaine des joueurs, des organisateurs de l'European Tour, certains joueurs qui ont fait des articles en félicitant les greens, etc. Donc, super semaine. On ne s'attendait pas à être aussi complimenté, on va dire. Et les bénévoles qui venaient, ce sont des gens qui travaillent déjà sur d'autres parcours, qui viennent d'un peu partout en Europe, voire plus loin peut-être même. Europe. On a eu anglais, français, allemand, italien, danois, portugais, espagnol et français, ouais. Et on a rencontré plein de gens avec des expériences impressionnantes. Nous, avec Alexandre, c'était notre première expérience en tout, que ce soit la compétition, une préparation de parcours de haut niveau, du management, une gestion d'équipe, tout était nouveau pour nous. Et on avait des personnes qui avaient fait des parcours impressionnants. Il y a des gens dans l'équipe, en bénévole, qui font ça régulièrement, qui font 3, 4, 5 très grosses compétitions par an en bénévolat pour rencontrer du monde, pour se faire un nom, pour suivre un peu l'actu du jour, de l'entretien, etc. Et on a vraiment fait des rencontres exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles sur les 30 bénévoles qui sont venus, à peu près 28, je crois. Franchement, les 28 ont été exceptionnels. On a rencontré des gens, des Anglais, on a rencontré Sheva qui est entretien, qui est jardinière au golf d'Irlande, qui va recevoir la Ryder Cup en 2027. Donc juste exceptionnel. Tout le monde nous a aidés dans notre première expérience. Vraiment nous a aidés, nous a conseillés. Ils ont travaillé super bien et franchement top.
Alors ça ressemble à quoi une semaine type de tournoi? Alors, on en avait parlé un petit peu, parce que tu étais déjà venu fin août nous parler de la préparation en amont, mais du coup, comment ça s'est passé entre les matinées très tôt et les soirs très tard? Ouais, alors du coup, lundi, mardi, mercredi, ça a été des journées un peu plus à rallonge, on va dire, parce que du coup, le mercredi, on avait une compétition, c'était le Rolex Series. Donc lundi, mardi, on avait le briefing à 4h, 4h30 du matin. On attaquait le boulot en suivant. Donc lundi, mardi, c'était gros boulot. On faisait de 5h jusqu'à à peu près 10h, 10h30, 11h. On mangeait, on avait une petite pause après-midi et on repartait d'à peu près 16h jusqu'à 21h, jusqu'à quand il fasse nuit, quoi. 21h, 21h30. Et ensuite, dès que la compétition est partie, mercredi, on a rétréci un petit peu le temps de travail. Et après, du jeudi au dimanche, c'était de 4h30, 5h à 9h à peu près. 9h, 9h30, 10h, grand maximum, pour les tâches, les dernières tâches, le changement de drapeau, tous ces trucs-là. Et ensuite, on reprenait quand les parties terminaient. Donc on reprenait vers 17h à peu près, 18h sur certains jours qui ont été un peu compliqués. Et après, du jeudi au dimanche, c'est vraiment des retouches. Ça va vraiment vite. En plus, avec les bénévoles, du coup, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ils ont trouvé du lundi au mercredi, c'est vraiment du briefing, ouais, trouver un bon rythme. Mais après, du jeudi au dimanche, c'est rythmé. Il y a des petits détails à revoir parce que, bon, forcément, on oublie des petits détails, des petites choses. Et puis, plus les jours passent, plus on a de pression, plus on essaye d'être parfait. Et tous les jours, il y a des petites choses qu'on évolue, que les jours précédents, on va dire les hauts gradés de l'European Tour et de Marco Simone ont vu, qu'ils n'ont pas plu. Donc, du coup, on essaie de changer, on essaie de rectifier. Et intense, mais sympa. C'est le mot. J'ai le droit à un petit lot de questions bêtes. Avec plaisir. Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez déjà une idée des prévisions météo auxquelles vous pourriez avoir en fait la Ryder Cup, les prévisions météo de la prochaine Ryder Cup, et de savoir si, par exemple, la météo que vous avez eue durant l'Italian Open était quelque chose ou pas ressemblante à ce qu'on pourrait imaginer, et s'il y avait des leçons tout simplement à tirer de l'expérience eue en termes de météo, de gestion du parcours et choses comme ça. Matteo, elle est vraiment. Disons qu'elle n'est pas très compliquée en Italie parce qu'il fait très chaud et il y a beaucoup de soleil jusque fin août, entre guillemets. Et ensuite, début septembre, on commence à avoir un peu plus de pluie, un peu plus de nuages, mais on arrive à bien le savoir parce qu'en fait, on est entouré à droite des montagnes et à gauche de la mer. Quand les nuages viennent de la mer, on est sûr et certain d'avoir de la pluie, des orages, et c'est une catastrophe. Et dès que ça vient des montagnes, à chaque fois, c'est jamais venu sur le terrain. Donc au final, on arrive à quand même s'adapter. Et ensuite, c'est notre travail de travailler avec le temps. Donc on travaille un peu au jour le jour, la veille au lendemain, ou deux jours. Mais bon, c'est vrai que la météo, elle peut quand même changer. Donc on s'adapte. C'est un travail, on travaille avec la nature, donc on s'adapte. On s'adapte tous les jours. Mais là, pour l'Open, on a eu un peu de pluie le lundi. Non, non, La semaine d'avant. la semaine d'avant. Et je crois le lundi ou le mardi. Donc au final, pour Alexandre, ça lui a fait un peu de bien au niveau de l'arrosage, parce que c'est de la pluie naturelle, donc c'était cool. Mais sinon, ouais, on s'adapte. On va tout de suite, justement, on va enchaîner avec, parce que tu nous tends la perche avec Alexandre. Donc Alexandre, toi, tu es fontainier. Explique-nous ce qu'est fontainier. Alors, fontainier, en général, du coup, c'est celui qui gère tout le système d'arrosage. Donc, et qui s'occupe de gérer, du coup, tout l'arrosage en général du parcours. Donc, c'est lui qui va arroser, qui va réparer s'il y a une casse. Et ouais, en général, c'est ça.
Et donc, tu t'occupes de la programmation des arrosages, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de programmation et qu'on ne va pas ouvrir les vannes manuellement matin et soir. Mais du coup, bon, comme disait Baptiste, l'Italie, c'est un pays où il fait chaud. Donc, alors, comment on arrive à gérer justement entre le côté il fait chaud et il faut arroser pour entretenir le parcours, et puis le côté un peu écologique, environnemental, où il faut essayer de quand même être vigilant sur la consommation d'eau. Enfin, j'imagine qu'il y a des restrictions aussi, comme il y en a en France, je crois. C'est assez compliqué, mais du coup, on a mis en place un programme un peu particulier où on fait un gros arrosage une fois par semaine. Donc, on met 20 mm, entre 15 et 20 mm sur les greens. Et après, c'est du travail journalier, juste où on fait de l'entretien en arrosage manuel. Ce qui permet vraiment de réduire les quantités d'eau au lieu d'arroser vraiment toutes les nuits par petites quantités. Et est-ce que sur un tournoi comme celui que vous avez vécu, est-ce que l'arrosage, il change un peu d'habitude parce que tu es obligé de... Non, on stoppe carrément l'arrosage complet avec les arroseurs. Là, durant toute la semaine, on n'a pas du tout arrosé avec les arroseurs et on a tout fait à la main. C'est pour respecter quoi en fait à la main? Du coup, on checkait les départs, les fairways, les roughs, des greens. On checkait tout à la main. Tout ce qui était visuel, et visuel, ouais. Pour la télé, tout ce qui était en jeu pour le joueur. Donc les roughs, en soi, ils étaient au courant, c'était pas arrosé, c'était dur comme du béton et c'était des hautes herbes bien jaunes, bien belles. Et ensuite, c'était vraiment toutes les parties jeu. Et on appelle ça des drive patch. Donc c'est des zones qui sèchent plus facilement que d'autres. Souvent, c'est sur des buts, sur les fairways par exemple, c'est des buts, ou par exemple sur des approches où il y a un point haut et un point bas avec un dénivelé. Donc forcément, l'eau, elle retient moins facilement, donc ça sèche plus facilement. Et c'est ces zones-là que Alexandre et les garçons, les collègues, parce qu'il n'y avait pas que des garçons, les collègues arrosaient à la main avec un tuyau d'arrosage et ensuite pour prendre les mesures d'humidité sur les greens, parce que sur les fairways, rough et départ, ils font ça à l'œil pro, entre guillemets. Et ensuite sur les greens, en fait, on a une sonde TDR. C'est une sonde qu'on plante dans le sol. Il y a combien? Il y a 6 cm. Ouais. Il y a 6 cm, on plante, en fait, une jauge, une tige en métal qu'on plante à 6 cm du sol. Et ensuite, la sonde TDR nous donne un pourcentage d'humidité. Et avec l'expérience d'Alejandro et de Lara, ils savent que les greens de Marco Simone doivent être, pour être des bons greens roulant à la roule qu'ils souhaitent, il faut qu'ils soient à peu près à 8% d'humidité, entre 8 et 10. On ne dépasse tout le temps à 8 parce que sinon c'est impossible. Et donc du coup, ils divisent en plusieurs zones leurs greens et ils prennent la sonde TDR. Et si par exemple ils ont 15, ils arrosent pas. Ils savent que le lendemain, elle va descendre un petit peu, donc ils vont à la main et réussir vraiment à avoir un green le plus homogène possible. D'accord. Et donc toi, Alexandre, tu es tout seul à Marco Simone. Alors, oui, tu as tes collègues évidemment, mais sur ce rôle-là de fontainier, il y en a un par parcours, il y en a plusieurs. Par parcours, mais durant la saison, du coup, je me fais aider par un collègue. Durant toute la semaine, on tourne chaque semaine, on change de personne. Du coup, tout le monde participe un peu à ce projet de gérer le parcours. Mais c'est vraiment Alexandre le responsable, ou s'il y a une bêtise, c'est lui qu'on tape sur les doigts. C'est lui qui dit voilà, il faut arroser tel green, il faut gérer tel départ, tu vas voir telle chose. C'est vraiment lui le responsable. Fontainerie, il n'y a que lui. Et ensuite, il y a le roulement entre les chefs d'équipe, les responsables et quelques jardiniers pour donner un coup de main, parce que sinon, c'est strictement impossible de gérer tout seul. C'est impossible. Et fontainier, ça veut dire qu'en gros, tu gères à peu près combien, on va continuer dans les visions, tu gères combien de fontaines? Ça veut dire qu'en gros, il y en a quoi? Un par départ, donc 4 sur le départ, 2 ou 3 sur les fairways et 1 sur les greens? Oh non, bien plus que ça. Non, beaucoup plus que ça. Sur les départs, en moyenne, on est à 4 par départ, donc 4 par plateau. Donc on est environ entre 16 et 20 arroseurs par départ. Sur les fairways, on doit tourner à
30 arroseurs en moyenne. Et sur un green, on est entre 5 et 6 arroseurs. Et tu arrives, comment tu arrives à gérer est-ce qu'il peut avoir du sens, par exemple, que sur une heure de départ, on décide d'allumer que 2 ou 3 des arroseurs et pas 4? Et si oui, est-ce qu'il y a un système informatique qui arrive à t'aider à cette décision ou tu as besoin d'être visuellement ou manuellement disponible pour avoir cette précision? Alors oui, en fait, on a du coup un logiciel pour gérer tous ces arroseurs. Et chaque arroseur fonctionne un par un. On peut les contrôler vraiment un arroseur par un arroseur. Donc, on a une carte et chaque arroseur a un nom, un numéro. Et donc, en suivant la carte, on peut activer l'arroseur qu'on souhaite. Et ça veut dire que l'arroseur vous donne un retour d'information, par exemple, sur l'humidité, en gros, de la zone au niveau de l'arroseur en question? Non, il ne donne pas cette information d'humidité. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est la quantité d'eau qu'on veut envoyer avec cet arroseur. On peut envoyer vraiment au millimètre qu'on souhaite pendant la nuit. Et d'où l'utilisation du TDR, comme je disais tout à l'heure. Les prises de pourcentage d'humidité avec le TDR, c'est vraiment une sonde à part. Et après, avec l'expérience qu'ils ont, ils savent que 1%, c'est tant de millimètres. Donc, pour essayer de rattraper les greens ou des zones de fairway ou autres, ils savent que 1%, c'est telle quantité de millimètres d'eau, qu'il faut les faire tourner tant de minutes pour avoir les temps de millimètres. Donc, ils savent, c'est vraiment avec la sonde TDR qu'on gère le parcours. À combien était la roule sur les greens alors pendant cette semaine? L'objectif et la demande de l'European Tour, c'était 3,90 m. Entre 3,90 m et 4 mètres, parce qu'avoir une roule à 3,90 pile poil sur les 18 greens, c'est très dur, mais on était entre 3,90 et 4 mètres. Pour un pro, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien. Aux États-Unis, je ne sais pas à combien ils étaient exactement, mais ils étaient à beaucoup plus. Et ça, ce sont des chiffres qu'on retrouvera par exemple à la Ryder Cup ou qu'on retrouve sur tous les tournois européens en général, c'est toujours à peu près la même chose? L'européen, en général, c'est similaire. À part grande surprise, mais normalement, c'est partout en Europe, c'est les normes demandées. Et est-ce que toi, tu fais ça depuis combien d'années, Alexandre Fontainier? Là, du coup, j'ai fait ma première petite expérience à Saint-Cloud. Et là, c'est ma vraiment grosse expérience en tant que fontainier ici depuis 6 mois. D'accord. Et parce que Baptiste nous expliquait dans une précédente émission que l'herbe était différente, par exemple, ici, en Italie, parce qu'il fallait qu'elle tienne la chaleur, qu'elle résiste à la chaleur. Donc, est-ce que toi, pour ton métier, ça a quel impact en fait? Parce que tu connais Saint-Cloud et l'herbe française, et puis tout à coup, cette herbe pour les grosses chaleurs, ça. Ça nous permet quand même de réduire les quantités d'eau. En moyenne, le passe-palan nous permet de réduire à peu près à 30% la quantité d'eau. D'accord. Par rapport à un régras ou un pâturin qu'on peut avoir en France. D'accord. Okay. On parle souvent quand on parle préparation de parcours, il y a 2 sujets qui viennent souvent, c'est la roule des greens et la taille des roughs. On parle un peu moins de la préparation des fairways. Et peut-être qu'on y reviendra en parlant de la Ryder sur la préparation du parcours, mais est-ce qu'il y a sur un drive à 330 yards, est-ce qu'en préparant le fairway un peu plus haut, on arrive à couper combien de mètres de drive on arrive à couper? Est-ce que vous pensez que pour la Ryder, ça va être on sait qu'on aura toujours des gros frappeurs côté américain. Est-ce que la préparation des fairways est primordiale ou on cherche plus le moelleux que la roule du fairway? C'est quoi le critère pour un beau fairway? Moi, j'aime bien jouer sur des fairways moelleux, mais sinon, vous êtes trop long, c'est ça? Vous allez trop long. Et trop petits coups à jouer. Pas encore. Non, les fairways sont très très importants. Comme vous dites, on peut les arroser pour que ça pitch. Mais le but du jeu, c'est de les rendre le plus dur possible et que ça rebondisse très fort et que ça roule le plus loin possible. Pour les spectacles, les gens voient des drives énormes et c'est ce qui donne aussi, parce que l'Open d'Italie, mais surtout la Ryder, c'est du spectacle avant tout. On veut entendre les spectateurs applaudir les joueurs. Les joueurs veulent avoir des spectateurs qui sont impressionnés.
Donc, ouais, le but du jeu, c'est au tombé de drive, c'est vraiment c'est vraiment que ça rebondisse le plus fort possible et que ça aille le plus loin possible. Ouais, c'est vrai qu'un drive qui pitch sur le fairway, c'est pas très sexy. Tu dis, oh mince, juste ça, juste 300 mètres, c'est nul. Ça favorise. Vous ne pensez pas que l'équipe européenne vous demandera de ralentir un peu pour. Tu me diras, il y a un fairway qui roule, il roule pour les longs frappeurs, il roule aussi pour les longs frappeurs. Donc, ça n'a pas un impact énorme, je pense, sur la partie. Alors que les roughs, là, vont avoir un vrai impact sur les joueurs qui touchent plus de fairway, du coup. Ça, c'est sûr. Là, c'est sûr que si tu t'égares dans les roughs, ça peut être très compliqué. Donc, je ne sais pas quelle stratégie ils vont aborder. Je ne sais pas du tout. Mais en voyant ce qu'ils ont fait aux États-Unis il y a quelques semaines, les refs vont les pénaliser. Donc, est-ce qu'ils vont attaquer aussi fort? Est-ce qu'ils vont essayer d'être plus précis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les fairways et les greens doivent être le plus parfait possible. Les fairways le plus dur pour que ça rebondisse. En tout cas, pour l'Open, c'était le cas. Ensuite, entre l'Open et la Ryder, je pense que le niveau de joueurs va être quand même bien meilleur. Du coup, va être un peu plus long. Je sais pas. Est-ce qu'on va devoir freiner un petit peu la dureté des fairways pour quand même restreindre la longueur? Je sais pas. Après, il faut protéger certains trous. Tu peux pas laisser ton parcours se faire détruire non plus. C'est ça. La première journée, on a eu peur. Enfin, on n'a pas eu peur, mais on a été impressionnés parce que il y a certains joueurs qui ont explosé le parcours. Et finalement, plus les jours passaient et plus ils avaient beaucoup de mal. Et arrivé à la dernière journée, mine de rien, ils avaient quand même plus de mal qu'à la première journée. Parce que la première journée, on a eu on a eu un Finlandais. Non, je sais plus. Je sais plus quelle origine, mais il est parti du 10. Il a fait du 10 au 18 avec que des birdies. Il s'est rendu à -8 au trou numéro 1. Il lui manquait 9 trous. Bon, après, il a explosé un petit peu, mais dès qu'on a vu ça, et tous les jours le suivaient un petit peu, et on s'est dit, putain, mais merde, qu'est-ce qu'on a raté? Et bon, finalement, la première journée, ils étaient bien, et puis après, avec la fatigue, je pense que ça a dû jouer un petit peu. Ouais, parce que le vainqueur finit à -13, donc globalement, ça fait quand même -3 par tour. Donc en moyenne, c'est pas. Non, c'est bien, c'est très bien même. C'est correct. Et le sens, par exemple, de la coupe du fairway peut avoir aussi une influence. Et par exemple, vous savez, par exemple, que sur certains fairways, en fonction du vent ou de la volonté du Tour européen ou de je ne sais pas qui, vous allez couper à contresens, à contre-jeu. On est sur les grandes parties de jeu, on tombe en bande. Souvent à la télé, on voit beaucoup des bandes parce que déjà pour la rapidité. Ensuite, l'European Tour préfère quand même les bandes. Après, on peut faire tout dans le sens du départ au green et on peut faire du green au tee. Mais bon, le but du jeu, esthétiquement, il faut qu'on ait de l'esthétique, il faut qu'on arrive aussi à jouer avec les performances des joueurs. Mais l'esthétique compte aussi quand même pas mal parce qu'entre des lignes et juste un fairway blanc, entre guillemets, pour la télé, c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir des bandes. Et justement, l'Italian Open cette année, c'était début septembre. Donc, ça veut dire, par rapport à la Ryder Cup, c'était 3 semaines avant. Est-ce que dans 2 ans, l'Italian Open sera aussi près de la Ryder Cup, c'est prévu ou parce qu'on se souvient que l'Open de France avait été plutôt été lui en amont 4 mois avant la Ryder Cup. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, ce qu'on sait, c'est que l'année prochaine, ça sera en début septembre, donc comme cette année. Et ensuite, en 2023, il va y avoir le 3e Open qui sera au mois de mai. Donc ça, c'est un peu dommage pour nous parce que tout le gazon est en dormance. Et du coup, il est en train de se réveiller, donc il va pas être aussi parfait qu'en septembre. Et du coup, le 3e Open sera en 2023, en mai 2023, et du coup, la Ryder en fin septembre, comme toutes les Riders. Ouais, donc ils vont rallonger le délai entre les deux parce que dans quel état est le parcours à la fin d'un tournoi comme ça? Parce qu'il y a le fait d'avoir eu les joueurs. Alors eux relèvent leur pitch en général, donc c'est déjà ça de moins, mais ils en font tout le temps eux, contrairement à nous. Ouais, c'est ça. Et ils en font énormément et ça marque énormément les greens.
La graminée qu'on a sur les greens marque quand même beaucoup, est très fragile dans ce sens-là, donc on voit quand même plein de petits points. Et puis les joueurs mettent tellement de spin que ça brûle le gazon. Ça a du mal à revenir. Forcément, on stresse la graminée, ça c'est sûr et certain. Moi, personnellement, je m'attendais à pire la semaine qui a suivi, mais finalement, on a eu des petites zones un petit peu qui tiraient un peu la gueule, entre guillemets, mais finalement, avec un peu d'arrosage, avec un peu de suivi, Alexandre les a quand même vachement bien rattrapés. Et finalement, on n'a pas vraiment vu de différence entre. On n'a pas eu de mal. On n'a pas eu de mal du tout. Puis en plus, l'objectif d'après Open, c'est de recevoir toutes les personnes qui veulent jouer le parcours de l'Open et le parcours de la Ryder. Et du mois de tout septembre et octobre, on a eu des gens, tous les jours, on avait des parties, c'était impressionnant. Tous les jours, c'était partie sur partie sur partie. Et finalement, on a eu de la on a quand même bien géré le parcours parce qu'on a eu forcément un parcours vraiment de très bonne qualité pour l'Open, mais on a réussi à garder cette qualité pour les joueurs. Donc pendant 2 mois, et ça a été vraiment super sympa. Et l'impact du public sur un parcours? Ouais, juste un mot. À Whistling Straits, là, il y avait la légende là, des 1000 bunkers sur le parcours qui est absolument, on en reparlera, mais qui était un bijou. Ça faisait un peu mal au cœur. Par exemple, sur le trou numéro 9, je ne sais pas si vous vous rappelez, le trou numéro 9, il est magnifique. Il y a un petit bois sur la droite. C'est un par 4 assez court. Il y a des gros bunkers sur la droite. Ils se sont fait ruiner par le public parce qu'il fallait laisser les passages. Et il y avait aussi les tribunes qui du coup, ne laissaient pas trop le choix. Et, donc, ça faisait un peu mal au cœur de voir les bunkers de Pete Dye se faire laminer la tête. Ça prend, à mon avis, un certain temps à refaire derrière. Est-ce que vous avez un peu ce genre de problème où les tribunes seront à des endroits assez bien placés et ça vous massacrera pas trop le parcours par le passage des supporters? Forcément, avec tout le monde qu'il il y a forcément, comme vous dites, des passages à avoir. Donc forcément, il y a beaucoup de détérioration du parcours, surtout les hauts roughs. Ça, c'est indéniable. Ensuite, à Marco Simone, on va avoir beaucoup de tribunes. Là, pour l'Open, on avait seulement 18. Parce que ça prend quand même beaucoup de temps. C'est quand même un budget énorme. Ensuite, pour la Ryder, il va y en avoir beaucoup plus. Ensuite, on a quand même vachement de... Tous les parcours sont reliés avec des chemins en enrobé. Donc, du coup, est-ce que les spectateurs vont être obligés de prendre ces pistes-là, on va dire ce chemin? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que avec tout le monde qu'on a eu, je sais pas combien on a eu de spectateurs en tout sur les 4 jours, enfin les 5 jours de compétition. Mais oui, c'est sûr qu'on a retrouvé le parcours. On a mis un petit mois avant de tout nettoyer, les poubelles, beaucoup de problèmes au niveau des déchets. Quand on démonte les tribunes, forcément, il y a des déchets qui restent. Reprendre les hauts roughs, tous ces trucs-là, ouais, il y a un peu de dégâts. Mais bon. Alors, on va faire la transition avec la Ryder Cup et puis avec Henri. Et justement, j'avais une question avant pour vous, messieurs les Italiens. La Ryder Cup, vous l'avez regardée. Alors, comment on la regarde quand on fait votre métier? On la regarde, il y a le côté supporter, mais est-ce qu'il y a l'œil professionnel aussi qui détaille ce qu'il voit à la télé et les commentaires? Est-ce que vous l'avez regardé en équipe, par exemple, avec les collègues pour Regarder ensemble, ouais. Bien sûr. Et ça a été quoi vos commentaires en tant que professionnel sur le parcours, par exemple, de Whistling Straits? Qu'il y avait beaucoup de boulot sur les bunkers, ça c'est sûr. On s'est dit, waouh, le boulot qu'il devait y avoir sur les bunkers, ça devait être impressionnant. Parce qu'on les a vus, on a vu quelques photos ils arrosaient les bunkers, ils arrosaient le sable, donc à tout ratisser à la main, parce que là, il n'y a aucune machine qui passe, c'est impossible. Donc c'est tout à la main, il y a de l'arrosage. Après, on a vu quand même quelques parties qui étaient vraiment sympas, avec le lac, etc. Mais ouais, on avait l'œil un peu professionnel, ouais. Ok. Bon, merci messieurs. De toute façon, vous restez avec nous et puis On reste. on va enchaîner avec Henri. Alors, Henri, tu faisais partie des privilégiés européens qui étaient à Whistling Straits pendant la Ryder Cup, puisque les restrictions sanitaires, comme je le disais en introduction, n'ont pas permis à beaucoup d'Européens de voyager, pas autant que d'habitude, en tout cas sur la compétition quand elle se déroule aux États-Unis. Toi, tu vis aux États-Unis depuis 4 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du côté de Chicago. Hein, il me semble, c'est ça. Ouais.
Et donc, tu avais pris tes billets et tu étais là le samedi et le dimanche. C'est ça? Ouais, j'étais dégoûté en 2018 de pas être au Golf National, surtout que j'avais suivi plusieurs Open de France, dont un où j'avais croisé Gurvan opportunément sur la butte du 10. Mais il doit pas s'en souvenir. Non, j'étais dégoûté d'être ici pour le Ryder Cup qui était en France et je me suis dit la prochaine, je la rate pas, c'est pas possible. Donc, j'avais pris mes billets, ça a dû me coûter 1000 ou 1200 $ pour 2 jours. Ah oui. J'avais pris le samedi, ouais, c'était assez cher parce que je les ai achetés sur un site de revente et c'était super cher. Mais je voulais vraiment le faire. Et j'avais pris samedi dimanche parce que je me suis dit à la Ryder, s'il y a du suspense, soit ce sera plié le samedi et dans ce cas-là, autant être là le samedi. Soit il y aura un dimanche comme à Medina et là, il faut être là absolument. Ça a été un peu les deux, quoi. Ça a failli être plié le samedi. Et... Ouais, honnêtement, on va peut-être en reparler un petit peu, mais c'était assez décevant qu'il n'y ait pas plus de suspense. Je pense que même pour vous, les téléspectateurs, même pour les fondus de golf, je ne suis pas sûr que tout le monde était devant sa téloche dès le premier départ du dimanche. Même si, voilà, mais en tant que passionné, on aime voir du beau jeu, mais en rider, on aime bien voir des renversements de momentum. Et là, c'est vrai que déjà se faire laminer le samedi, et après, je vous raconterai mon expérience du dimanche qui a été particulièrement douloureuse parce que j'étais dans la tribune du 6 et qu'aucun Européen n'a gagné le 6. Donc, on voit 12 parties arriver et on n'a pas un qui gagne. Et donc, des hurrahs américaines à chaque putt qu'on se prend comme une déferlante. Et ouais, voilà, bon, grosso modo, c'était évidemment extraordinaire. Mais le fait que les Européens n'aient pas, d'ailleurs, tu l'avais très bien dit dans le podcast, Lionel, le précédent podcast sur la Ryder, tu avais dit il faut que les Européens lancent très bien leur journée le vendredi. Ce sera la clé pour avoir une chance et que l'aspect public, que tous les autres facteurs externes n'agissent pas trop sur eux, qu'ils se croient vraiment en confiance et qu'ils se disent on peut le faire, quoi. Et ça n'a pas du tout été le cas. On s'est fait dominer dès le vendredi. Et du coup, ça a été dur le samedi et le dimanche. Alors, parce que moi, effectivement, on faisait partie des privilégiés à être en 2018 au Golf National. Moi, j'avais la chance d'être hébergé par Monsieur Gurvan Boni, qui est ici présent, donc qui habitait pas très loin du Golf National et tout ça. Mais toute l'expérience, en tout cas, d'aller sur le golf, on allait en voiture. C'était à un quart d'heure de chez toi, Gurvan, je crois, à peu près. Ouais, quand il y a gros bouchon. Ouais, voilà. Donc, et à 5 heures du matin, autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme Gurvan était bénévole, lui, il fallait qu'il arrive de bonne heure aussi. Mais c'est vrai que l'expérience, arriver sur le parking, prendre les navettes, etc., enfin, c'était plutôt bien organisé et c'est ce qui a été globalement reconnu de toute façon sur l'organisation de la Ryder Cup en France. Comment ça s'est passé pour toi aux États-Unis justement, entre où tu logeais, parce que tu venais pas directement de Chicago, j'imagine. Ouais, c'est intéressant. Non, c'est assez intéressant cet aspect-là. Donc, déjà, géographiquement, donc Chicago, ça se trouve dans la région des Grands Lacs. Il y a le lac Michigan qui est très en longueur du nord au sud, et ensuite il y a le lac supérieur, après plus du côté de chez Cyril, le lac Ontario, etc., qui va vers le Canada. Au-dessus de Chicago, il y a une grande ville qui s'appelle Milwaukee, qui a 1h30 de route. C'est l'équipe des Bucks pour le basket, par exemple. Et là, la Ryder, c'était encore 1 heure au-dessus de Milwaukee, dans une ville qui s'appelle Kohler, qui collait à une autre ville qui s'appelle Sheboygan. Il faut savoir qu'avant la Ryder, tout autour, c'était la folie pour les logements. Notamment, les équipes de Canal m'ont dit qu'ils avaient loué une maison, mais super chère. Je ne me rappelle plus du prix, mais c'est plusieurs milliers de dollars pour la semaine. Nous, on avait une chambre chez l'habitant, on a loué ça 500 $ pour 2 nuits. C'était vraiment très simple et on était à 1 heure de route. Donc voilà, c'est vraiment l'Amérique. C'est vraiment l'Amérique dans tout ce qu'on a de plus extrême. En plus, il y a une grosse inflation là depuis 3 mois, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, les prix, quand ils ont su que c'était en full capacité, les prix sont devenus débiles et la moindre piole dans une auberge à 10 bornes à la ronde, c'était le prix du Ritz. Donc, nous, on était à fond du lac. Vous pourrez regarder sur une carte, c'est vraiment loin à l'ouest.
Et donc, on est parti le vendredi soir. Pour la petite anecdote, on avait un copain de mon pote qui nous avait prêté une Lotus Elise. Donc, on s'est raclé le dos dans la bagnole. Il y avait pick-up sur l'autoroute, les pick-up qui nous passaient au-dessus. La Elise, c'est vraiment une bagnole assez basse. Et donc, on est parti le vendredi soir, on est dormir à fond du lac et on voulait absolument tirer le meilleur parti de l'expérience. Donc, on s'est levé à 4h30 le samedi matin. Et après, c'était super bien organisé. Stratégiquement, en fait, le problème de Chicago et du lac, c'est que ça bouge toute une partie des accès. C'est-à-dire qu'on ne peut accéder que par l'ouest. Fatalement, à l'est et au nord, c'est le lac. On est arrivé un peu plus au nord parce qu'on se disait la majeure partie des gens vont arriver de Milwaukee et de Chicago. Et c'était un bon choix. On est arrivé, on est tombé sur le parking, il y avait des navettes, des masques, ça débitait aucune attente. Et puis, il faut voir que le Wisconsin, on le voit quand c'est l'US Open, c'est le Dairyland, donc c'est beaucoup, beaucoup de fermes. Et c'est une zone un peu paumée, quoi. Par rapport au Golf National qui est dans une zone plus urbaine, là, il faut vous imaginer des champs entiers de parking qui n'avait pas de problème de place. Par contre, on était loin, donc il fallait juste organiser des flux de navettes. Mais c'était sur toute la semaine, j'ai l'impression que l'organisation a été excellente. Surtout qu'ils ont dû devoir jongler, à mon avis, avec le demi-capacité, full capacité. Ils ne savaient pas, mais en tout cas, comme c'est un parcours qui a déjà accueilli plusieurs US Open et qui a énormément de place autour, ils n'avaient absolument aucun problème d'infra et l'organisation était juste fantastique. Alors, pendant ce temps-là, il y a Alexandre et Baptiste qui sont en train de calculer combien ils vont pouvoir se faire en louant une chambre chez eux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. On a déjà calculé, c'est bon. On vous fait les chambres à 499 € du coup. C'était à peu près les mêmes tarifs en Île-de-France. Et en gros, pour ceux qui connaissent à peu près, donc Saint-Quentin, c'est un petit peu à l'ouest, considérait qu'à peu près tous les hôtels qui étaient, on va appeler ça, presque bord parisien ouest jusqu'à à peu près Rambouillet, c'est-à-dire 50 km en tour, tout était blindé. Tout. Bah, c'est dingue parce qu'à Rome, franchement, je ne sais pas du tout où ça va loger. Parce que le golf est quand même pas trop développé à Rome. Du coup, dormir chez l'habitant, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Au niveau des hôtels, il y a beaucoup, beaucoup moins d'hôtels qu'en France. Comme par exemple les chaînes Ibis, etc. Ici, en Italie, tu n'en vois pas du tout, ou très peu des hôtels. Franchement, c'est une super question. À mon avis, ça va être très compliqué de loger. Il y a Carpe Diem, c'est le logement de la propriétaire qui est sur le golf, mais bon, il doit y avoir une trentaine de chambres maximum. Et après, très sincèrement, je ne sais pas du tout où ça va être. Ça va être Airbnb. Là, les gens, ils ne se sont pas posé de questions. Ils ont tous mis une partie de leur pio, même il y avait des locations de jardin pour planter ta tente. Ah oui. Je pense qu'avec les nouvelles plateformes, avec ce que permet le digital, les gens vont louer des espaces chez eux. Si en plus l'offre d'hôtel n'est pas grosse, les gens vont se faire de l'argent comme ça. Parce que tu as beau avoir peu de fans à Rome de golf, tu vas avoir une déferlante de fans de toute l'Europe et il faut les loger, les types. Il faut les loger, les faire bouffer. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Nous, on s'en fout, on vient chez toi, Baptiste, donc c'est pas grave. Avec grand plaisir. Et alors, côté sportif, parce que beaucoup... alors, il y a eu pas mal de critiques, ou sur les réseaux sociaux, en tout cas, de remontées comme quoi les Américains auraient pu être un peu plus sympas avec les Européens parce que les Européens n'avaient pas leurs supporters à côté d'eux et que... Mais bon, ça fait partie du jeu, en fait. Donc, les Américains ont boué en tort et à travers sur le T-du-1 comme le faisait, comme on l'a fait au Golf National, sauf qu'il n'y avait pas de répondant en face, en fait. Et, ils étaient peut-être une vingtaine à pouvoir applaudir les Européens, donc ils ne s'entendaient pas trop. Mais comment ça s'est passé avec les Américains, toi, en tant qu'Européen, il n'y avait pas d'animosité particulière entre supporters? Alors déjà, pour vous remettre un peu les choses dans le contexte, on était, je pense, maximum 100 Européens de tout type, j'allais dire irlandais, beaucoup d'anglais, quelques espagnols, évidemment avec Sergio et Jon Rahm, ça drainait un peu d'espagnol, et puis il y avait nous, 2 Français. Donc sur 50 000 supporters par jour, 100 quoi, donc 0 quoi, la carte postale, enfin rien du tout. Après, j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux que c'était pas fair play.
je suis pas du tout d'accord. C'est vrai qu'il y a, et c'est comme sur le PGA Tour, on entend deux abrutis crier mash potato au départ. Ça reflète certainement une partie du public, mais le problème des gens qui bouent, c'est que c'est les micros captent le son au bord des greens. Et évidemment, c'est les seuls qu'on entend. C'est un peu ce que je me souviens. Il y avait un tweet de Johanna Klatten qui critiquait l'attitude des Américains. Moi, j'ai pas du tout. Il y avait effectivement quelques chambreurs dont j'ai trouvé que ça restait toujours assez bon esprit. Après, ils étaient surtout déçus, les Américains, de ne pas avoir plus d'opposition. Moi, ils n'arrêtaient pas de m'arrêter en disant on aurait espéré que vous soyez plus. Ils étaient évidemment contents de se rassurer, je pense, après avoir pris une bonne rouste il y a 3 ans. Il y avait un côté, ça soulage et on est vraiment content de leur mettre une grosse race. Par contre, il y avait aussi un côté, on aurait aimé plus d'opposition, plus d'altérité dans la composition du public. Et ils étaient, je crois, très déçus. Après, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, il y avait beaucoup de personnes quand même du Wisconsin. Le Wisconsin, donc pour placer ça dans les États-Unis, c'est le Midwest, c'est vraiment des zones dures. L'hiver, ils se tapent des -30, ils ont de la neige pendant 6 mois. Si on compare un peu à l'esprit en France, c'est la chaleur et la générosité des gens du Nord, qui est certainement pas une légende. Là, on retrouve un peu ça et du coup, moi, j'ai pas mal discuté avec des locaux et même, on est allé prendre un verre dans un bar le samedi soir. L'ambiance était assez géniale et les gens sont vraiment, en règle générale, très, très gentils, quoi. Donc, évidemment, il y a eu du chambrage, mais sur le départ du 1, si tu compares à ce qui s'est fait sur les dernières riders, où là, d'ailleurs, les tribunes étaient beaucoup plus petites. Je ne sais pas si ça rendait à la télé. C'était tout petit. Par contre, les quelques Européens qui étaient là, et notamment ceux qui montent toujours à la télé, là, qui ont des gilets jaunes, là, les Ryder Cup, Guardian of the Cup, je sais pas Rider quoi, Guardians, eux, ils donnaient énormément de voix et du coup, c'était marrant parce que les quelques supporters européens qui étaient là chantaient tellement sur quelques spots comme ça, comme le départ du 1, que du coup, ça rééquilibrait un petit peu. Mais en règle générale, c'était quand même… Je peux parler des tribunes du 6 le dimanche, encore une fois, ou les tribunes du 17 qui étaient hyper spectaculaires. Il n'y avait que des Américains, donc c'était vite vu, quoi. Alors comment t'as suivi, toi, quand tu étais sur place? Tu parlais tout à l'heure que tu étais dans la tribune du 6 le dimanche. Est-ce que tu as fait un tour de l'ensemble du parcours? Est-ce que tu as suivi une partie en particulier? Alors, c'était tout l'enjeu parce que c'était notre première rider et on voulait, ayant payé les billets si chers, tu as vraiment envie d'en profiter, quoi. Alors, le samedi, génial, on est allé sur le green du 1. Vous imaginez, il est 6 heures du matin, soleil levant, tu as les voiles des bateaux. Le trou lent, il est vraiment magnifique, quoi. Tu avais les tribunes, le fairway, les bunkers à gauche, le green, et derrière, tu vois le lac, tu vois juste les voiles des bateaux qui passent et tu as la lumière du soleil levant c'était vraiment une scène géniale. Ça a vraiment hyper bien commencé. À ce moment-là, on fait la connaissance des Anglais, là, justement les Ryder Cup Guardians. Hyper chaleureux, on commence à chanter. Il y a l'hymne américain, ça nous prend aux tripes. Donc on regarde les départs. Super ambiance, c'était vraiment sympa. Et après, on s'est fait un peu aspirer. Il y avait un mec de Canal donc, qui voulait nous suivre pendant les 2 jours, qui du coup nous a mis un micro. Ça a été sympa, il nous a donné quelques tips. Et puis on s'est fait interviewer par la télé une télé de Milwaukee aussi. Bon, au début, on a un peu perdu du temps après ce départ du green du 1, un peu comme au foot, tu sais, quand c'est la première fois que tu vas voir un match de foot et que tu regardes les supporters au lieu de regarder le terrain. C'était un peu le même syndrome, mais bon, très vite, on s'est dit il va falloir qu'on rentre dans l'action. Il fallait être hyper stratégique parce que il y avait vraiment beaucoup de monde. Et moi, ayant suivi plusieurs Open de France et plusieurs autres petits tournois de golf où tu peux vraiment suivre une partie sans aucun problème, là, c'était pas le cas. Il fallait choisir tes moments et il fallait aller partout par anticipation. C'était clair, choisir des points stratégiques. L'avantage du samedi, c'est que du coup, on a repéré notre point de chute pour le dimanche. Donc, le samedi, après le green du 1, on est allé sur le green du 8. On a vu pas mal de spectacles. C'était assez sympa. Et puis, on voyait un peu le départ du 9 aussi.
Et après, on a essayé l'après-midi, on a suivi pas mal la partie Ram Garcia. Mais encore une fois, avec plein de moments où il y avait tellement de monde qu'on voyait. Moi, je suis assez petit en plus. Je pense que pour l'Italie, on prendra un petit escabeau. Il y a pas mal de personnes qui avaient des petits escabeaux de cuisine. Quelque chose que j'aurais pas fait dans un tournoi classique, mais là sur la Ryder, moi étant petit, les 20 cm de plus, je les aurais pris volontiers. Mais finalement, sur le samedi, je dirais qu'on n'a pas vu énormément de golf. Enfin, beaucoup moins que ce qu'on aurait pu faire, toute proportion gardée. Mais voilà, l'ambiance. Et le dimanche, on a choisi de se mettre dans les tribunes du 6. Le 6, c'était ce par 4 qui était drivable, là où DeChambeau dit attendez, je prends le bois 3, mais je vais toujours choper le green. et je vous avais fait une petite vue sur le compte du blog. On voyait bien pour ceux qui étaient arrivés encore plus tôt, on voyait l'arrivée du par 5 du 2, on voyait le green du 7 qui était, tout le 7 qui est un par 3 le long du lac, et puis on voyait le 3 aussi, qui est aussi un par 3, et au loin, on voyait le 5 aussi, qui est le par 5 qui est en angle. Donc, on avait une super bonne vue, et il y avait surtout un écran géant. Et pour ceux qui ont été à la Ryder à Paris, je pense qu'ils se rappellent qu'avoir un écran géant, c'est pas mal. Avec les oreillettes, en plus, tu as le son. Et du coup, on pouvait suivre. Là, le dimanche, on est arrivé très, très tôt aussi, et donc dans cette tribune du 6. Mais on a pu suivre pas mal de parties, et fois 12, du coup, là, ça t'occupe vraiment pour les 3 premières heures du dimanche. Et c'était super spectaculaire d'être sur un par 4 drive-up, parce que du coup, tu vois les drives qui arrivent, tu vois les erreurs tactiques, notamment, je suis désolé pour les Européens, mais je n'ai pas compris qu'il n'y en ait pas un qui prenne le bois 3, justement, parce que tous les drives arrivaient trop longs avec un chip qui était impossible, avec une butte à passer, et les Européens ont été assez mauvais. Alors que tu joues, c'est facile à dire, hein, mais je pense que ça faisait partie des erreurs tactiques. Il y a eu pas mal de critiques sur l'équipe européenne. Je ne sais pas si vous me rejoindrez sur ce point, mais je trouve que tactiquement, ils n'ont pas été très, très forts, outre la qualité de jeu intrinsèque. Ils ont tous fait l'erreur tactique d'aller se mettre soit à gauche très long, où le chip était impossible, soit court à droite, où pareil, le chip, une butte de 3 mètres à passer, il était horrible, quoi. Et le drapeau du dimanche était vraiment dur. Donc, c'était sympa, mais c'est vrai qu'à chaque fois, les Américains rentraient le putt ou gagnaient le trou. Et donc, on se prenait des USA assez forts dans les oreilles. Mais pareil, avec des voisins qui étaient, malgré ça, avaient de la sympathie pour nous, parce qu'on s'en prenait tellement qu'ils étaient… un peu de solidarité, quoi. Ils étaient compatissants, mais frustrés de ne pas avoir au moins vu… Après, après ça, sur le dimanche, on a eu un bon flair. Là. On a été sur le 17, où là, sur la pointe des pieds, on a vu le Morikawa, je crois, qui s'assure de faire taille au 18 et du coup, qui s'assure que la Ryder est gagnée. Donc ça, c'était un moment assez extra. Et le 17, c'est un trou c'est absolument fabuleux, quoi. C'est, je sais plus, 180 ou 200 mètres avec le lac à gauche, une espèce de falaise qui descend. Et c'est très spectaculaire de rester là. On sentait que c'était vraiment là que ça bouillait. Et après, on a réussi à se mettre bien le long du green du 18, où on a pu voir les dernières parties arriver. Et puis après, la remise du trophée, où les Européens ne sont pas restés. Je ne sais pas si c'était le protocole, mais il y a seulement les Américains qui ont fêté le truc. Et puis après, pour finir un peu le déroulement, on est allé voir les journalistes de Canal qui nous ont gentiment accueillis pour partager leurs impressions, qui ont vraiment été hyper sympas. Qui, par contre, eux, étaient dans un espèce de parking, dans des préfabriqués. Apparemment, c'est toujours comme ça sur les tournois, mais qui étaient dans des conditions assez spartiate. Voilà un peu pour le déroulement du week-end et le golf qu'on a pu voir. Ah c'est cool. Ouais. Enfin, globalement, j'ai aucun doute sur le fait que je serai à Rome dans 2 ans, parce que c'était même en ayant perdu, c'était incroyable. J'étais en plus avec un de mes bons potes qui est golfeur aussi, et ouais, c'était fantastique. Je trouve que le format de l'événement de la Ryder, je sais pas si c'est quelque chose qui vous frappe, mais je trouve que dans le format, tout est bien pensé, quoi. De l'alternance du
d'une alternance Europe-US qui, du coup, fait que ça rebat les cartes à chaque fois, de l'aspect préparation du parcours, dont on peut peut-être aussi un peu reparler, du fait que peu de points sont distribués finalement le vendredi et le samedi et beaucoup de points sont distribués le dimanche. Les jeux en équipe, jeux en individuel, je dirais que tout dans le format est assez génial, quoi. Et ça fait que, bon, c'est un peu la palissade, mais chaque coup est important, quoi. Tu n'as pas l'impression qu'il y a un coup moins important que l'autre. Même un type qui se met en bordure de rough sur son drive, tu te dis, putain, ça y est, ils sont déjà un peu en dedans pour ce trou. Je trouve que c'est ce qui est génial et je serai vraiment en Italie. Je serai vraiment en Italie dans 2 ans, ça c'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que vous, les professionnels sur le terrain, est-ce que du coup, on a un côté supporter en se disant, quand on va préparer le terrain, faut qu'on leur mette des pièges ou non, de toute façon, on a des consignes et puis on les applique, quoi. Ouais, c'est les consignes qu'on va respecter. Forcément, on va pas faire à notre sauce. Mais je pense que je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense on va essayer d'avantager un maximum les Européens pour leur faciliter un peu la chose. Mais maintenant, c'est des professionnels. Je pense que le fait d'avoir les spectateurs, ça y joue énormément. Et je pense on y aurait eu 25 000 d'Américains, 25 000 d'Européens. Je pense que ça aurait peut-être joué dans la balance. Maintenant, je sais pas. Mais ouais, on va essayer de les avantager un maximum. Il faut qu'on gagne quand même. De toute façon, on parle toujours du rough avec le côté imprécision entre guillemets des Américains, même si moi je les ai pas trouvés très imprécis sur cette rider. Alors déjà, bon, quand tu mets 4x4 drivables, les mecs ils ont de quoi éviter le rough aussi, c'est déjà pas mal, parce que quand tu arrives directement sur le green, ça aide aussi un peu. Donc c'est sûr que ce genre de trou où leur puissance fait la différence, c'est quand même. Mais c'est vrai que sur cette rider, le côté tactique, je suis assez d'accord c'est plus le côté capitana et assistant où on avait quand même l'impression, comme tu dis, de revoir Et même erreurs. de chacun. Ouais. Honnêtement, ouais, on va pas critiquer l'attitude. Je pense pas que je sois bien placé pour critiquer l'attitude des capitaines, mais en tout cas, pour avoir vu vraiment les scènes ou même Luke Donald, donc un joueur que par ailleurs j'aime énormément, mais tu les voyais marcher à côté des joueurs et un peu dépités, où il y avait l'image de pas de règles, les mains dans les poches, je crois qu'on l'a pas mal évoqué aussi. C'était un peu ça, quoi. T'avais pas l'impression qu'il y avait un esprit de révolte qui allait se déclencher, en tout cas sur les vice-capitaines qui suivaient les parties. J'avais l'impression que c'était assez qui subissait un peu le truc, quoi. Et honnêtement, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas, encore une fois, sur le 6, pardon, excusez-moi, sur le 6, je vois pas comment et on a pu tous leur laisser faire le même truc, quoi. Vous regardez, ils ont vraiment tous chippé des 2 mêmes endroits. Après, il y a une petite anecdote marrante, et ça, je ne sais pas si vous l'avez vu sur d'autres, ça se voit énormément, mais je ne me souviens plus quel joueur américain se met très à gauche sur son drive du 6. Il y a clairement un supporter qui lui a remis sa balle en jeu, sinon il tombait dans la forêt. En fait, ça dégueule vers la forêt. Et je crois qu'ils se sont sauvés presque. Enfin, en tout cas, ils se sont sauvés ce trou. Ouais, je sais pas si ça se voit régulièrement, ça, mais en tout cas, c'était manifeste qu'il s'est fait shooter. Enfin, ou en tout cas, ça a orienté sa balle. Ouais. Je pense que ça se voyait du temps de Tiger. Du temps de Tiger, ça se voyait beaucoup quand même de temps en temps. Non, mais bon, on va pas refaire forcément un débat sur la rider parce que ça prendrait trop long. Je préfère rester sur les expériences de chacun, comment vous avez vécu la chose. Mais déjà, c'est génial d'avoir vos impressions et puis de savoir qu'on les aura encore, L'année prochaine. les prochaines années. À la fois pour l'Italian Open et puis pour la Ryder. Et j'espère qu'on aura l'occasion de boire un verre tous ensemble pour fêter la victoire européenne à Rome. Boire un verre tout court, c'est bien. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais pour le principe, on va pas commencer à dire qu'on boit tout le temps non plus. On va pas le dire officiellement en tout cas. Donc, mais tiens, pour faire la jonction entre la Ryder Cup et puis Marco Simone qui accueillera la prochaine,
Beaucoup disent le parcours Marco Simone par rapport au golf national, par exemple, qui, on le sait, a un rough très compliqué, ce genre de choses, qui allait désavantager les Américains. Le parcours Simone, quelles vont être les forces et faiblesses du parcours, par exemple? J'avoue ne pas connaître le parcours, donc est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de par 4 qui peuvent être transformés en par 4 drivables? Est-ce que Est-ce le que le rough, finish est spectaculaire aussi? Est-ce que les 3-4 dernières trous sont spectaculaires? Ah ouais, spectaculaire. Ils ont été faits vraiment pour qu'ils soient spectaculaires. Et que ça se joue là-dessus, je pense, Ouais. surtout. Parce que les roughs, ça va être à peu près le même design que le national, entre guillemets. On va dire que les hauts roughs vont être présents, ça c'est sûr. Ensuite, c'est vrai que l'aller est peut-être un tout petit peu plus long que le retour. Le retour est beaucoup plus vallonné et beaucoup plus défendu par des bunkers et des pièces d'eau. Non, je pense qu'on va avoir du spectacle sur les 4 derniers trous. Ouais. parce que ça se finit. C'est quoi la configuration des 4 derniers trous en termes de par? C'est les par 4, par 3, par 5? Ouais. Alors, les 3 derniers, du coup, le 15, c'est un par 4, où pour l'Open, ils ont eu beaucoup de mal. On n'aurait jamais cru sur ce trou-là qu'ils auraient eu du mal. Le 16, c'est un par 4, mais draviable, sauf qu'il y a une rivière et un étang à droite. Il y a une rivière qui sépare le fairway avec un étang à droite et des bunkers à gauche. Donc pour toucher le green, ça va être vraiment énorme. Le 17, c'est un petit par 3, mais à mon avis, assez long quand même, ce qui fait quand même 190 ou 200 mètres. Donc, bon, pour nous, c'est long, mais pour eux, c'est court. Mhm. Mais il va y avoir du spectacle. Et après, le 18, c'est un grand par 5 qui peut être touché, qui se touche en deux, parce qu'on a, avec beaucoup de chance, on a réussi à le toucher, nous. En tout cas, pas loin. Avec beaucoup de chance, hein. On a essayé beaucoup de fois. Mais c'est touchable, hein, par des professionnels. Je pense que c'est jouable. Donc, sur un par 5, je pense qu'on peut avoir de l'eagle ou du birdie, et même de l'eagle, ça peut être Tu as jouable. de l'eau à gauche, apparemment, sur le 18, il y a une pièce d'eau. Il y a une pièce d'eau sur la Ouais, gauche. c'est ça, exactement. Il y a une pièce d'eau, il y a une pièce d'eau au 5, il y a une pièce d'eau au 8, il y a une pièce d'eau au 16 et au 18. Et Vous 17, serez gentils, les gars, vous mettrez le drapeau au fond à gauche pour le dimanche, hein. Bon, je pense qu'ils ont tout prévu, hein. Je pense qu'il sera là, hein. S'il y a une bonne position, c'est là. Et pour les par 4 drivables, à mon avis, vu l'expérience qui s'est passée le premier jour lors de la Ryder Cup avec la dame qui a pris la balle dans l'œil sur le trou numéro 6 ou le 6 sur l'Albatros, je pense qu'à mon avis, ils le referont peut-être s'ils sont sûrs de pouvoir mettre suffisamment d'espace Ouais. entre le design, enfin entre les possibles tombées de drive et les spectateurs. Ouais, je Ouais, sais je pas vois. si les Américains aient fait pareil, mais je pense qu'à mon avis, le Tour européen a dû prendre, peut-être pas pour Cher. son grade, mais ouais, cher là-dessus. Et il prévoit pas de modification du parcours parce que alors il y en a pas eu à Whistling Straits, mais je me souviens que pour la Solheim Cup américaine, ils ont inversé le 9 et le 18 notamment pour être. S'ils ils l'ont pas fait là aussi, non. non, non, il n'y a pas eu de modification prévue. Peut-être, il y aura peut-être le trou numéro 11 qui va être rallongé. Donc, il y aura peut-être la création d'un nouveau départ, mais rien n'est fait encore. D'accord. Et après, c'est des petites touches. Par exemple, la semaine dernière, on a déplaqué, replaqué une partie au 16 pour qu'en fait le fairway il aille dans le bunker pour pénaliser. Au 8 aussi, on a modifié, on a déplaqué, replaqué du gazon pour que au 8, c'est un green avec une pièce d'eau à gauche. Et donc, du coup, il y a quand même 215 ou 220 mètres pour toucher le green. Et donc, le but du jeu, c'est de faire une tonte rase pour amener la balle dans les temps. Au 5, pareil, on a fait quelques modifications de graminées. C'est des légères modifications pour l'instant. Le 8, il ressemble beaucoup au numéro 1 du Natio. Ouais. C'est exactement le même profil de trou. Exactement, c'est pratiquement le même. Ouais. Et dans l'esprit, par exemple, s'il devait y avoir l'ajout d'un bunker, ça serait, on va appeler ça possible d'un point de vue purement timing? Oui. Ouais.
Compétences et timing, on les a, ouais, ça c'est sûr. Ok. Maintenant, après, il y a le budget aussi qui rentre en compte, parce que la création du golf, il a quand même coûté extrêmement cher à la propriétaire. Il y a déjà eu, il y a un business plan qui est fait des années et des années en amont. Un rajout de bunker, ça a quand même un coût. Sans frais de la rider. Ouais, est-ce que ça sera aux frais de la rider? J'en ai strictement aucune. Je sais pas. Mais ça peut être techniquement et ça peut être faisable. Maintenant, après, il y a quand même beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Est-ce qu'on appelle une entreprise? Est-ce on le fait en interne? Parce que si on fait appel à une entreprise, les coûts vont être énormes. Si on le fait en interne, on a les compétences, mais quand même un petit peu plus long. Est-ce qu'on va avoir le temps de tout faire? Mais ça peut être faisable. Mais après, à mon avis, enfin, l'architecte qu'on a rencontré, et c'est un énorme, un très grand architecte, et je pense qu'il a quand même pensé à tout. Modifier un bunker, c'est quand même une très grosse modif. C'est plus des petits designs de rough, de fairway, qui sont quand même assez faciles. Je pense qu'on n'ira pas plus loin. Enfin, à part, ça peut être cool, hein. Ça peut être génial à vivre pour nous, les jardiniers, mais je pense pas. Bon, et on va bientôt, on va conclure. Mais alors, vous avez les garçons, vous avez joué combien de fois le parcours, vous Bon, on joue 9 trous par 9 trous parce que nous, on a accès que le soir, à partir de 17h, parce que c'est quand même réservé aux membres et Ouais. aux joueurs qui viennent, ce qui est logique. Donc, nous, on fait du 6 trous, 6, 9 trous à chaque fois. On a dû le faire une quinzaine de fois, je dirais. Une quinzaine de fois, ouais, au début, pour voir un peu comment était le parcours. Et puis après, dès on a un peu de temps, parce que c'est vrai qu'on travaille quand même beaucoup. Donc, si on peut couper un peu du golf et prendre un peu de temps pour nous, pour être frais tous les jours au golf, c'est aussi important. Mais ouais, on a joué une quinzaine de fois, je dirais, tous Et ensemble. le green fee est à combien pour un 18 trous, s'il est ouvert au public? Moment, après l'Open, il est à 160, je crois, 150 entre 150 et 170 euros. C'est donné, quoi. Bon, pour l'instant, Regarde, Whistling Straight, là, pour le jouer au printemps, il fallait compter 800 balles, 800 $. oh la vache. Donc tu l'as toujours pas mis dans ton calendrier des parcours à jouer, Henri, tu es en train de dire. Non, là, après m'être fait saigner sur les tickets, j'ai joué un pit die en Californie déjà, qui m'a déjà rincé. Non, n'empêche, c'est quand même un budget énorme, hein, parce que pour un Américain qui vient en Europe, il faut payer le billet d'avion, il faut payer le logement, il faut payer le green fee si tu veux le jouer, il faut payer les places, il faut payer à manger, il faut payer quand même les restos le soir, parce que tu vas quand même visiter Rome. Si tu viens en Italie, tu visites Rome, c'est à 20 minutes, donc tu visites Rome. C'est quand même un budget énorme. Un Même énorme budget. pour un qui va aux États-Unis, enfin, un billet d'avion pour aller aux États-Unis, c'est quand même vraiment pas du tout donné. Si tu payes 2 jours à 1200 euros, tu payes un billet d'avion à 900 000 euros, ça revient quand même super cher, hein. Ben, c'est pour ça qu'en gros, la plupart du temps, la majorité des hôtels sont déjà réservés par le Tour européen ou par le PGA en te vendant un super package de la mort. Ouais. Ok. Après, ça reste une somme énorme, mais elle va être un peu moins énorme que de choper ton Airbnb à des tarifs prohibitifs. Ça sera juste un peu moins prohibitif, voire presque donné suivant la passion et le coût que tu es prêt à donner à ce genre d'événement. Ouais. Non, mais c'est bien, et puis de remettre les choses dans le contexte, parce que je me souviens que quand c'était 160 euros la journée, les billets c'est ça, ouais. en France. Remettre dans le contexte, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça cher. Non, c'était pas cher. 160 euros pour une journée, finalement, quand tu es capable de lâcher 100 ou 120 euros pour aller voir un concert de 2 heures, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, quel que soit le... Ou pour aller voir un simple match du PSG. Ouais. Ouais, mais là, c'est devenu plus cher. Mais bon, quand tu vois 1200 euros pour 2 jours, enfin 1000 euros pour 2 jours, on va dire, c'est, ouais, on va dire. Ouais. c'est, bon, c'était quand même une belle opportunité en France qui nous avait été offerte. Je pense qu'à mon avis, pour Rome, les tarifs seront à ce prix-là, mais il faut juste réussir il faut juste réussir à être tiré au sort ou à réussir à accéder à la billetterie. Et après, comme à chaque fois, on va appeler ça dans ce genre, on va appeler ça de problématique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des billets qui sont écoulés par des mecs qui sont juste là pour faire, on va appeler ça du bénéfice. Ouais. Et le jour où un jour, les mecs se décideront à dire que le jour où tu achètes le billet, tu es obligé de mettre un titulaire et que ce titulaire, il ne se change pas. Bien sûr. Et ils arrêteront de faire
faire en gros de l'investissement. Mais voilà. Et je suis sûr que les billets se vendront toujours pareil. Hein. Enfin, voilà, Ouais. Là, je crois que pour les billets semaine ont été vendus il y a quoi? C'était il y a une semaine ou 2 semaines? Il y a 15 jours, ouais. C'est ça. Ouais. Et, ça a été pris de court. Voilà, donc espérons qu'il y ait 99% de passionnés et puis 1% d'opportunistes. C'est ça. Bon, messieurs, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Non, à part vous dire merci, et puis c'est tout. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de contribuer dans cet esprit un peu communautaire là, et bénévole. Enfin, c'est le pied, quoi. Et moi, je vous suis, je vous écoute dans ma bagnole quand je vais au golf le jeudi, et c'est toujours un plaisir, quoi. C'est vraiment un kiff j'ai pas trop le temps j'ai beaucoup d'enfants, etc. Et j'ai pas trop le temps de m'investir plus. Mais c'est vraiment un bonheur de vous écouter, d'écouter Cyril, Gugu se prendre le chou, et c'est top, quoi. C'est vraiment sympa. Donc, merci à vous. Ravi, Alexandre, que tu te sois joint à nous. Merci, Baptiste. Merci, Henri. C'était super intéressant. Et moi, je remercie Albert qui m'a cadayé pendant 2 jours et avec qui on s'est même pas battu. On a joué comme des champions. Voilà. Merci, Albert. Albert, c'est il suit le blog aussi et Gugu avait une compétition sur son golf et Albert s'est proposé de le cadayer pendant 2 jours pour lui expliquer le parcours. Donc c'est quand même. Et on a été bon. Ouais. Merci. Donc Merci, voilà. Donc bon, on n'ira peut-être pas jouer Whistling Straits, mais peut-être qu'on essaiera d'aller jouer l'Italian Open, enfin le Marco Simone avant l'Italian Open ou après la Ryder Cup. Faire une partie avec vous, les gars, ce serait sympa. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre temps à tous les 3. Je vous souhaite une très bonne continuation. Éclatez-vous bien. Et puis, on reste en contact de toute façon pour continuer de suivre vos aventures. Merci, Henri. C'est quand ton retour en France? L'année prochaine. Ouais, tu reviens l'année prochaine? Ouais, je reviens l'année prochaine. Donc, on va se faire quelques parties là. Ça fait trop longtemps que je suis parti. Donc, t'inquiète, on va jouer. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à tous et puis à très bientôt. Bye les gars, bye bye. Ciao, bye bye. Bonne soirée. À très bientôt. Merci encore. Lionel. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt.